Bonjour, bienvenue sur l'Intelligent TV. Vous faites bien de suivre la revue de presse grand format, votre magazine d'information et de débat pour décrypter, décortiquer l'actualité nationale et internationale. Nos analystes au nombre de 2 sont déjà présents sur ce plateau. Dans quelques instants, vous aurez l'occasion de les voir et de les entendre. Mais bien avant, je vous propose qu'on écoute ensemble Cécile Mobio qui nous présente ici le sommaire de cette émission. Cécile Mobio, bonjour. Avec vous, nous allons découvrir les sujets qui sont au menu de ce numéro de la revue de presse grand format. Bonjour Khalil, réel plaisir pour moi de me tenir ici pour donner le sommaire. On a 3 sujets aujourd'hui qui seront à décrypter dans la revue de presse grand format. Le premier sujet porte sur la révision de la liste électorale, la CEI qui dresse le bilan. La CEI a annoncé 1461 081 personnes qui ont visité les centres de la CEI pendant la RLE, révision de la liste électorale. Parmi elles, 517 924 requérants ont sollicité un changement de lieu de vote ou une modification de leurs données personnelles. De plus, 943 157 personnes ont demandé une première inscription sur la liste électorale. L'on note également un total de 1207 requêtes de radiation d'électeurs supposés décédés qui ont été enregistrées. Et après avoir décortiqué cette opération de la révision de la liste électorale, dont les chiffres ont été évoqués par l'organe électoral, nous allons nous intéresser à un autre sujet aussi qui fait polémique. Il s'agit de e-emploi qui a été mis en place par le RHDP. Oui, Khalil, le parti au pouvoir a mis en place un site d'emploi exclusivement réservé aux militants du Rassemblement des Oufouettistes, du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Ce portail propose des offres d'emploi en partenariat avec des entreprises privées et des institutions publiques. Cette initiative fait débat. Certains y voient une forme de discrimination dans l'emploi. Et juste après, pour terminer, nous allons nous rendre au Mali où le gouvernement, on va dire l'ancien Premier ministre Choguel a été démis de ses fonctions et désormais le Mali a un nouveau Premier ministre et un nouveau gouvernement. La junte au pouvoir au Mali a nommé le jeudi 21 novembre 2024 en fin de matinée le général Abdoulaye Maïga en remplacement de Choguel Kokala Maïga, le premier ministre civil qui a été limogé la veille à la suite d'une crise avec les autorités militaires. Abdoulaye Maïga fait partie du gouvernement depuis 2021, ayant servi comme ministre de l'administration territoriale avant de cumuler avec la fonction de porte-parole du gouvernement. Il est l'une des figures principales, pour ne pas dire emblématique, de la communication de la junte. Merci beaucoup, Cécile, pour toutes ces informations. Alors, on va rectifier quelque chose rapidement. Cécile Mobio, pendant sa prise de parole, parlant des requérants qui se sont fait inscrits sur la liste électorale, a évoqué le chiffre de 1000. C'est plutôt 1 461 081 personnes. Voilà la précision qui est faite. Cécile Mobio, merci d'avoir été avec nous pour nous livrer toutes ces informations qui seront débattues sur ce plateau par nos invités. Nous sommes de retour sur les antennes de l'Intelligent TV. Nous allons sans plus tarder commencer à décortiquer l'actualité de cette semaine. Mais avant, je voudrais vous présenter nos invités sur ce plateau. Nous avons avec nous Jean-Hubert Kofo, il est journaliste à l'Intelligent d'Abidjan. Jean-Hubert, bonjour. Bonjour Khalil. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Alors vous êtes sur ce plateau avec Renaud Aké, qui est acteur de la société civile. Il est président de Debout Citoyen. Monsieur Aké, bonjour. Bonjour, monsieur Kamil. Merci à vous également d'être avec nous ce vendredi pour décortiquer l'actualité. Parlant de l'actualité, le premier sujet qui nous intéresse ici, c'est le bilan qui a été dressé par la commission électorale indépendante relativement à l'opération de révision de la liste électorale. Selon l'organe électoral, au total, 1 461 081 personnes ont visité les centres de la CEI pendant la révision de la liste électorale, dont 517 924 requérants qui ont sollicité un changement de lieu de vote ou une modification de données personnelles, 943 157 requérants ayant sollicité une première inscription sur la liste électorale. Par ailleurs, 1207 requêtes de radiation d'électeurs supposés décédés ont été enregistrées par la commission électorale indépendante. Messieurs, nous allons analyser tous ces chiffres avec vous sur ce plateau. Kofo Jean-Hubert, vous étiez hier au siège de la commission électorale indépendante pour couvrir ce point de presse qui a été animé par M. Bamba Siaka, qui est 4e vice-président de la CEI et qui est celui qui représente, on va dire, le PDCID au sein de cette commission électorale indépendante. Quelle est déjà votre analyse sur ce premier point qui est provisoire, on va dire ce bilan provisoire qui a été dressé par la CEI? Vous faites bien de dire que c'est un bilan provisoire puisque après cette première partie qui a consisté au recensement des électeurs, il y aura des travaux qui seront faits au niveau de la CEI pour essayer de voir ceux qui effectivement remplissent les conditions pour être présents sur la liste électorale. C'est pourquoi justement il y aura la phase de contentieux qui va commencer bientôt et tout ça. Mais nous, en tout cas personnellement, moi, on sait que le chiffre qui est avancé au niveau des nouveaux électeurs, 943 157 inscrits. On est autour du quart, du chiffre que tout le monde recherchait, que la CEI recherchait, qui était de 4 500 000 personnes. Donc ce chiffre-là, c'est le quart de ce qu'on cherchait. Mais quelque part, ce qui fait plaisir, c'est que la CEI est allée au-delà de ce qui avait été fait en 2023-2022. Puisque en 2023-2022, ils ont donné les chiffres, et quand on fait la différence de ce qui avait été enregistré comme chiffre au niveau en 2022, on est carrément autour de 367 668 personnes. Je dois préciser qu'en 2023, c'était au total 575 489 nouvelles inscriptions. Voilà. Et quand vous faites la différence par rapport aux chiffres qu'on a aujourd'hui, on est carrément au-dessus des 300 000 inscrits. Vous voyez que c'est pas rien du tout. Quelque part, est-ce que c'est dû au fait que les partis politiques ont décidé de s'y mettre, Bon, je pense que quelque part aussi, c'est pourquoi la CEI, justement hier, le vice-président de la CEI a félicité les partis politiques qui s'y sont mis et a félicité aussi les organisations de la société civile qui ont été aussi sur le terrain, qui ont aussi participé à inviter les gens à adhérer à cette opération-là. Moi, je pense qu'il faut s'en réjouir. Il faut s'en réjouir. On pouvait faire moins que ça, mais l'effort des uns et des autres a fait qu'on est arrivé à ce chiffre-là. Je pense qu'il faut s'en réjouir. D'accord. Aké? Merci bien pour la question. Ce que j'aimerais dire sur la CEI, c'est que le nombre actuel qui a été cité, le nombre est acceptable de manière générale. Mais comme il a parlé tout à l'heure, il a dit que c'est par rapport à 2023 et 2022, on a fait beaucoup mieux. Non, le contexte est différent. En 2023, en 2022, il n'y avait pas d'élection présidentielle. L'engouement était différent. Et le cadre aussi est un peu différent dans la mesure où maintenant nous voyons les présidents des partis politiques qui ont fait le tour de la Côte d'Ivoire pour pouvoir galvaniser les jeunes, pour pouvoir faire un peu de la publicité, faire un peu de choses pour que les jeunes puissent s'impliquer dans l'enrôlement.
Donc, pour moi, ces mesures ont été bénéfiques, mais on pourrait faire mieux. C'est-à-dire, si la CEI s'était donné encore plus de temps, elle aurait peut-être atteint même la moitié, voire même plus de la moitié. Est-ce que la CEI s'est donné le pouvoir, s'est donné même le temps de pouvoir faire mieux, c'est-à-dire dépasser la moitié des 4,5 millions? C'est la question qui est pendante. Sinon, si on veut faire un bilan, on va dire que la CEI ne s'est pas donné réellement les moyens pour atteindre ce chiffre. Alors, voilà. En 2023, je l'ai dit, c'était 575 489 nouvelles inscriptions. Cette année, nous avons 943 157 nouvelles inscriptions. On voit qu'il y a une progression. Est-ce que, avec un tel résultat, on peut être d'accord? Sinon, ceux qui pensent que cette opération a été un échec, est-ce que vous pensez qu'ils ont raison de le dire? Moi, je ne pense pas qu'ils aient raison de le dire. Il faut être honnête. Hein. Je pense que le porte-parole du gouvernement a été très clair le mercredi après le Conseil des ministres. Il a dit la CEI n'a jamais atteint ses objectifs. Enfin, je veux dire, en termes de chiffres, on n'a jamais atteint le chiffre maximum qu'on a toujours cherché. Pourquoi? Parce que la jeunesse ivoirienne, politiquement, ne se sent pas intéressée. Il a dit, le ministre, porte-parole du gouvernement, il a dit il faut peut-être aller chercher les jeunes, les encourager à venir s'inscrire et leur faire comprendre que le jeu politique, je veux dire, le recensement électoral les concerne eux aussi. Parce que, comme on le dit généralement dans les débats politiques, dans les discours des uns et des autres, l'avenir appartient à la jeunesse. Si cette jeunesse-là, qui est la majorité écrasante de la population ivoirienne, on parle de 75% de moins de 30 ans, n'arrive pas à prendre part à cette opération-là, forcément, on n'atteindra pas ces chiffres-là. Vous voyez que 900 000, c'est vrai qu'on n'est pas loin du million de personnes, mais il y a encore des efforts à faire. En même temps, ça pose aussi la question de savoir est-ce que vraiment l'opposition comment dire ça, a vraiment raison de dire que c'est parce que dans les années antérieures, elle avait boycotté, qu'on n'avait pas atteint des chiffres trop élevés. Parce qu'aujourd'hui, on voit que l'opposition ivoirienne y a participé. Le PDCI a appelé à se faire enrôler. Le PPSI également. Malgré cela, on n'a pas atteint la barre du million. Ça veut dire que là aussi, ça montre que peut-être que l'opposition n'est plus aussi forte, enfin, n'est pas aussi forte qu'elle veut nous le faire croire. Parce que sinon, ça aurait été la ruée vers les centres de la DCI. Et aujourd'hui, peut-être que même on aurait dépassé les 4 millions. Et à ce moment-là, on aurait dit effectivement ce que le PPSI, le PDCI, vraiment, c'est que c'est des machines vraiment politiques, je veux dire, suivies par la jeunesse. Mais si aujourd'hui, les années antérieures où le RADP était seul à appeler à aller faire l'enrôlement, on est autour de 500 000, 600 000, et qu'avec aujourd'hui le PPSI et tout le monde qui s'y met, on a du mal à atteindre la barre de millions. Moi, je me dis que peut-être que l'opposition ivoirienne n'est pas aussi forte que ça. D'accord. Alors, Renaud, à entendre ce raisonnement de Jean-Yves Kofo, est-ce que l'opposition, au lieu de mettre en avant l'échec de cette opération, ne devrait pas plutôt se remettre en cause? Non. Il ne faut pas remettre sur les épaules de l'opposition l'opération de l'enrôlement. C'est un échec d'abord parce que, pas parce que l'opposition a échoué. C'est un échec parce que la classe politique en général et le gouvernement, qui est aussi un parti politique, si on veut dire, et la CEI ont jeté un discrédit sur la scène politique, sur la politique en général. Vous savez, nos politiciens ont atteint un degré de trahison qui est intolérable pour les populations actuelles. Donc, raison pour laquelle les populations ne se sont pas bousculées dans les centres d'enrôlement pour aller se faire enrôler. Donc, la responsabilité est partagée. Il ne faudrait pas mettre cette responsabilité-là sur l'épaule seulement des choses. Le gouvernement aussi est discrédité aussi dans cette opération. La composition de la CEI aussi, dans le fond, est discréditée dans la mesure où on a l'impression qu'on a le parti au pouvoir qui a plus de sièges à l'intérieur que l'opposition, que la société civile. Donc ça pose un problème de représentation, si on veut dire, de la diversité d'opinions. Et le mécanisme qui a été mis en place par la CEI
pour pouvoir, c'est-à-dire un centre ou un cadre de dialogue avec les partis politiques, n'a pas fonctionné. Parce que quand on fait à cheval sur 2 ans, c'est une décision qui a été prise de manière unilatérale. Et non pas de c'est pas le résultat d'une concertation ou d'un consensus entre les partis politiques et le gouvernement ou avec la CEI. Donc, c'est tout ça là qui crée cet échec-là. Et il ne faudrait pas jeter seulement le discrédit sur les épaules de l'opposition. Oui, Kofo. Moi, il y a quelqu'un, quand moi j'entends parler un peu, ça me rappelle un peu quelque chose que quelqu'un m'a dit au-dessus d'une rue, en me disant que peut-être que ceux qui se sont fait enrôler aujourd'hui, les 900 000 inscrits, peut-être que la grande majorité est constituée de militants du RHDP. Peut-être. Et ça peut ne pas être faux. Pourquoi? Parce que moi, pendant cette opération de recensement, moi j'ai vu des cadres du RHDP mobilisés vraiment comme un seul homme, qui ont vraiment investi les régions. On voyait vraiment dans les QG du RHDP des délégations de jeunes et de femmes qui allaient dans la population, aller convaincre les gens, les pousser à aller se faire inscrire. On voyait des jeunes gens qui faisaient la queue devant les sièges du RHDP pour déposer les papiers, pour pouvoir, pour que les délégations du RHDP les aident à avoir les papiers pour aller se faire enrôler. Mais moi, je n'ai pas vu ça devant des sièges du PPACI, qui, par exemple, est un parti politique qu'on a beaucoup entendu en train de mais quand même, il y avait des cadres du PPACI, tout comme du PDCI qui étaient sur le terrain. On a vu qui a fait quelques localités du pays pour inciter, encourager les gens à se faire inscrire sur la liste électorale. Personnellement, le week-end dernier, moi j'étais à Yopougon à Jesco. Moi j'ai vu, il y avait des bâches qui étaient dressées et il y avait vraiment beaucoup de jeunes sur cette bâche avec des documents administratifs. Quand je me suis renseigné, on m'a fait savoir que c'est le député de Yopougon, Diaoufouet, qui avait érigé ces bâches-là pour permettre aux jeunes d'avoir un certificat de nationalité à l'effet de se faire inscrire sur la liste électorale. Bon, moi, quelque part, quand on finit cette opération et que j'entends des cadres du PDCI dire que c'était un fiasco, moi, je me demande en quoi est-ce que ça a été un fiasco. Parce que l'opération... C'est un fiasco parce qu'on devait normalement avoir 4,5 millions. On n'a même pas le million. Non, mais je veux dire que l'opération a été ouverte en garantie pour tout le monde. Tout le monde a pris part à cette opération-là. Si aujourd'hui, on a 9 millions d'inscrits, on a 900 000 inscrits, on suppose que chacun aura fait au moins l'effort d'inscrire vraiment le maximum au niveau des différents camps, des partis politiques. Personne ne devrait avoir à dire que ça a été un fiasco. Maintenant, quand vous dites que c'est un fiasco, ça veut dire que quelque part, vous n'avez pas réussi à faire inscrire des militants. Pourquoi? Le PPACI a dit que les gens avaient du mal à se procurer des papiers. Donc, est-ce que les militants du PPACI n'ont pas pu se procurer des papiers et donc ils n'ont pas pu se faire inscrire? Alors, ça veut dire que si les militants du PPACI ne se sont pas fait inscrits, ça veut dire que ce sont les militants de ceux qui aujourd'hui se réjouissent de cette opération-là qui se sont fait inscrits. Donc, le RHDP, qui à aucun moment n'a dit que c'était un fiasco. Moi, on est journaliste, on est sur le terrain, à aucun moment un cadre du RHDP n'a dit que c'est un fiasco. Voilà. Donc, moi, je me dis que peut-être quelque part, le parti qui s'en réjouit est certainement celui qui a réussi à inscrire le maximum de partisans. Donc, c'est le RHDP, puisque le PDCI dit que c'est un fiasco, le PPACI dit que c'est une honte. Moi, je dis que c'est un fiasco dans la mesure où il y a eu prorogation. C'est-à-dire que c'était 3 semaines. Et après, la CEI a décidé de proroger encore d'une semaine. Bon, si ce n'était pas un fiasco, pourquoi on proroge encore d'une semaine? Vu que l'année prochaine, normalement, selon le code électoral, il devait y avoir encore un autre enrôlement. Mais comme l'a tenté de dire Jean-Yves Kofo, on a été habitué à la prolongation. Non, mais c'est parce qu'il y a échec qu'on proroge. C'est parce qu'il y a échec. Il n'y a pas d'échec. Si tout s'est passé normalement et qu'il y a eu un engouement de la jeunesse ou des nouveaux inscrits, on n'allait pas proroger, on allait rester dans les cadres de la loi. Faire à cheval sur 2 ans,
ce n'est pas resté dans le cadre de la loi. Maintenant, l'année prochaine aussi, s'il n'y a pas encore de choses, comment on appelle ça, d'enrôlement, c'est qu'on peut dire que c'est un fiasco. Alors, vous parlez de prolongation. Le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication, Amadou Koulibaly, s'est prononcé sur ce sujet. C'était après le Conseil des ministres de cette semaine. Je vais vous lire un point de son intervention et puis vous allez commenter cette intervention chacun. Il dit « On ne peut pas repousser de façon éternelle cette première partie du processus qui peut impacter les autres parties parce que nous serons bientôt dans la phase du contentieux. La liste électorale doit être publiée à un certain moment avec l'organisation des élections. Donc, il ne faut pas perturber tout ce processus. Dans notre pays, l'élection présidentielle est le seul scrutin dont tout le monde connaît la date. C'est le dernier samedi d'octobre. Il appartient à chacun de se préparer. Koufou Jean-Hubert, vous étiez aussi au palais présidentiel pour la couverture de ce Conseil des ministres. Que pensez-vous de ces propos du porte-parole Amadou Koulibaly? Mais le porte-parole du gouvernement, il est très lucide. Il est lucide et il sait ce que c'est que respecter un calendrier. La CEI a déjà élaboré un calendrier. C'est-à-dire que depuis le 19 octobre, Ouais. voilà, en tout cas, je veux dire, à l'ouverture du... Ça a commencé le 19 octobre. Il y a eu la phase de l'enrôlement. Mais après, il y aura le contentieux qui commence. Après, il faudra afficher la liste provisoire. Il y aura encore un autre contentieux avant qu'on publie la liste définitive autour de août. Mais donc, on passe du mois d'août, septembre, on est en octobre. À quel moment est-ce qu'on ferait encore un autre recensement électoral, aller encore à d'autres contentieux? On n'en finira pas à un moment donné. Donc, je me dis que c'est en cela que la CEI a demandé à tout le monde de vraiment s'impliquer dans cette opération-là. Et heureusement, moi j'ai vu, comme tu l'as dit tout à l'heure, Khalil, le président Tidiane Thiam sur le terrain, en train de sensibiliser les gens, tout ça. En tout cas, c'était beau à voir. On suppose que chacun, au moins, a fait quand même inscrire le maximum de partisans. Donc, dès lors qu'on vous dit qu'en 2025, il n'y a plus d'enrôlement, mais tout le monde est dans le même bateau. Personne ne devrait se sentir lésé. Tout le monde est dans le même bateau. Tout le monde a essayé d'enrôler le maximum de personnes en 2024. Et même au niveau de nouveaux votants, on a permis à ceux qui avaient 17 ans cette année et qui l'année prochaine auront 18 ans et auront l'âge de voter, de s'inscrire. Ils se sont inscrits. À partir de ce moment-là, je pense qu'on a pu faire l'opération à cheval sur 2 ans. C'est fini, c'est bon. Mais quand le porte-parole du gouvernement dit ceci, il doit aussi savoir que la révision de la liste électorale, elle est annuelle. C'est le code électoral qui le dit. Parce que s'il dit qu'il faut tenir compte du calendrier électoral, on ne va pas prolonger de façon éternelle cette opération parce qu'il y a le contentieux, il y a l'affichage de la liste électorale. Pour qu'on puisse tenir l'élection à date, il doit savoir aussi que normalement, conformément à la loi, il doit y avoir une révision de la liste électorale l'année prochaine. Mais attends, comprenez quand même que cette opération-là s'est déroulée quand même en fin d'année 2024. En fin d'année 2024, au point où... C'est à qui la faute? C'est à qui la faute? Non, mais c'est à qui la faute? En fin d'année 2024, ça veut dire que le processus qui va passer par les contentieux et tout ça va nous mener à quoi? Fin 2025. On est déjà proche de l'élection présidentielle. Mais est-ce qu'il ne faut pas respecter la loi, justement? Non, mais... Moi, ce que j'aimerais dire, M. Kofo, vous avez dit le porte-parole du gouvernement est très lucide. Il est très lucide pour respecter un calendrier électoral, mais n'est pas lucide pour respecter un code électoral. Donc, c'est ce que vous voulez nous dire. Voilà, le code électoral dit qu'il faudrait qu'il le fasse chaque année. Et il y a un budget qui est voté pour ça. Il y a un budget qui est donné à la commission électorale indépendante, puisqu'elle est indépendante, donc ça veut dire qu'elle dépend d'elle-même quand elle reçoit son financement, et en fonction de son financement, elle fait respecter le code électoral. Donc, c'est-à-dire, si elle fait
un enrôlement dans le mois, dans l'année 2024, elle doit le faire aussi dans l'année 2025. Je pense que la lucidité aussi vient de respecter, nous confère même le droit même de respecter même la Constitution. Voilà. Dès l'instant qu'on ne respecte pas la Constitution, si on veut dire, on assume. On ne trouve pas des arguments politiques ou fait de la communication pour dire non, qu'il y a oui, mais... des mesures. Moi, je Mais pense non, que... Vous pensez que quand ça, le gouvernement fait comme si c'était du sort, quand ça m'arrange, on le fait. Quand Exactement, ça non. Je l'ai dit une fois sur votre plateau. On a comme l'impression que le gouvernement fait de telle sorte que tout va dans le sens qu'il décide, qu'il veut, et non dans le sens de la loi. Si il y a un problème sur l'enrôlement par rapport au calendrier ou par rapport même au dispositif, c'est que par rapport au contentieux, il y aura aussi un problème là-bas. Est-ce que le contentieux vont se donner les moyens et ils vont se donner, si on veut dire, les moyens nécessaires et efficaces d'avoir une liste électorale propre, acceptable par tous? Déjà, même avec l'enrôlement, ce n'est pas trop acceptable par tous. Non, mais moi, je pense voilà, que... c'est la question qu'on se pose. Moi, je pense que la CEI a quand même pris les dispositions pour que tout se passe bien. Attends, l'opposition... On prend les dispositions pour respecter la Constitution. On ne prend pas les dispositions pour que ça se passe forcément bien. L'opposition politique s'est plaint du fait que, par exemple, il y avait des morts étaient inscrits sur la liste électorale. Mais aujourd'hui, la CEI a pu avoir du gouvernement l'autorisation de mener des opérations pour fouiller vraiment la liste électorale pour retirer le maximum des personnes décédées. Ce n'est pas le maximum, c'est la totalité qui est présente. Ouais. Pas le maximum, pas le maximum. On ne peut pas, écoutez, pourquoi on ne peut pas? C'est que le système est mauvais. Non, attends, on ne peut pas retirer la totalité des défunts. Pourquoi? Parce que même après le processus, après la publication de la liste électorale définitive, il y a des morts. Non, mais je parle de la totalité pendant le processus. Tant que ces morts ne sont pas signalés, ceux qui sont signalés, on peut les enlever. Oui, non, c'est ce qui va être fait. Mais je veux dire que, quand je dis qu'on ne peut pas supprimer, enfin retirer tous les défunts de la liste électorale, je veux dire que même si on publiait tous les défunts actuels, l'élection présidentielle se tiendra le 25 octobre 2025, c'est ça? C'est la date qui est là. Même si on publiait la liste définitive, électorale définitive, le 24 octobre, le 25, il y a des décès. Non, il y a des décès, mais ce n'est pas en rapport avec l'enrôlement. Vous faites comment pour les retirer? Non, mais ça c'est hors cadre. Non, c'est pour vous dire que... Non, c'est hors cadre. On parle de pendant l'enrôlement, pendant le processus. On ne peut pas retirer de la liste électorale tous les défunts, c'est pas possible. Maintenant, aujourd'hui, on demande à ce que la CEI retire les défunts. Ok, il n'y a pas de souci. La CEI a engagé une opération aujourd'hui avec les... Ils sont au nombre de 1207. Voilà. Non, ça c'est ceux qui ont été signalés pendant le recensement. Mais dans le cadre du contentieux qui va s'ouvrir maintenant, la CEI est en train de travailler avec le ministère de l'Intérieur pour que, au niveau des sous-préfectures et des préfectures, il y ait, enfin, déjà même dans les villages, tout ça, dans les hameaux, l'opération est en cours pour que tous ceux qui ont des parents décédés viennent les déclarer. Pour que le ministère de l'Intérieur, envoie la liste, cette liste-là, vérifie, et sur la base fasse établir des certificats de décès qui seront conduits au niveau de la CEI, pour que la CEI les retire. C'est ce que la CEI peut faire. Mais comme je l'ai dit, même si la liste électorale est publiée le 24 octobre, le 25 octobre, il y a des décès. Comment vous faites pour les retirer? Moi, ce que j'aimerais ajouter, c'est que quand on parle de décès, on parle il y a un cadre qui est bien défini. Et pendant cette consultation-là, pendant ce processus-là, tous les décès qui sont déclarés à ce moment et qui sont sur la liste électorale doivent être extirpés de la liste. Mais après ce contentieux, des gens peuvent mourir. Ça, je ne dis pas non. C'est la vie qui le fait ainsi. Mais si pendant le processus, on n'enlève pas tous les morts, c'est qu'il y a problème d'abord. Voilà. Il faudrait que le système morts qui ont été déclarés. Mais il faudrait que le système actuel soit adapté pour que la liste soit propre. On n'est pas dans la science-fiction. Si nous voyons que notre système n'arrive pas à enlever tous les morts, il faudrait qu'on change le système pour dire la neige. Mais j'aimerais terminer par ça pour dire que les 1200 qui ont été signalés, les 1200 qui ont été signalés pendant l'enrôlement, la CEI était claire. Ce ne sont que des supposés morts.
Oui. Des supposés morts. Ça veut dire que même les 1200, rien ne dit que ces 1200 là seront tous retirés. Parce que c'est vrai que leur mort a été déclaré, mais encore qu'il faut que ce soit prouvé. D'accord, c'est bien compris. Alors, monsieur, on va boucler avec ce premier chapitre de cette émission qui était consacré à la révision de la liste électorale, dont un premier bilan, sinon un bilan provisoire, a été dressé par la commission électorale indépendante. On va se retrouver dans quelques secondes pour s'intéresser au deuxième sujet. On parlera du RHDP qui a mis en place une plateforme qui fait débat. Si vous nous rejoignez, vous êtes bel et bien sur les antennes de l'Intelligent TV. Vous suivez la revue de presse grand format. C'est votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale. Alors, nous sommes sur ce plateau en ce vendredi, on va dire 22 novembre 2024, avec Jean-Hubert Kofo, qui est journaliste à l'Intelligent d'Abidjan, et Ake Renaud, qui est fondateur de Debout Citoyen, qui est une organisation de la société civile. On parle du deuxième sujet, e-emploi du RHDP, une plateforme discriminatoire. Depuis quelques jours, vous le savez, une vive polémique anime l'opinion publique ivoirienne à la suite de la découverte d'un site internet e-emploi-rhdp.ci exclusivement réservé aux militants du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Ce portail, comme l'a dit Cécile Mobio, propose des offres d'emploi aux militants du RHDP, mais une initiative du parti au pouvoir qui est décriée par certains observateurs de la vie politique en Côte d'Ivoire. Renaud Ake, quelle est déjà votre analyse, votre regard sur cette plateforme e-emploi RHDP? Merci bien. Cette plateforme-là, vraiment, c'est une honte d'abord. Vraiment, j'ai été un peu sidéré du fait que le parti au pouvoir utilise l'appareil politique qui devait servir, qui devait être dans l'intérêt de toute la population, de toute la jeunesse, pour améliorer les conditions de vie. On se rend compte que l'appareil politique et l'appareil public est utilisé dans l'intérêt privé, pour défendre des intérêts privés, pour défendre les intérêts d'un seul parti politique. Et lorsqu'on sait que le chef de l'État est aussi le président du RHDP, ça pose problème. Ça pose problème, un problème constitutionnel, parce que l'article 14 de notre Constitution l'interdit. Ça pose un problème sur même le truc, comment on appelle ça, le sens même de la République. Hein? La notion de la République, c'est-à-dire le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Non pas pour une organisation quelconque, non pas pour un clan, fût-il même le parti au pouvoir. Donc, le lien social est important. Pour qu'une société puisse fonctionner, il faudrait que le lien social soit fort. Et le lien social, c'est quoi? Il y a la justice sociale et il y a l'équité. Et lorsque on utilise l'appareil d'État pour aider les gens de son clan, il n'y a pas de justice sociale. Est-ce que c'est l'appareil de l'État qui est utilisé? Mais quand on parle d'emploi public, écoutez, quand on parle d'emploi même privé, nous avons un ministre de la Jeunesse qui a sa structure, qui emploie même des jeunes, c'est le président de la République qui l'a mis en place. Et pourquoi le RHDP? Pour la cohésion. Le ministre, quoi, lequel Monsieur Mamadou Touré. Ouais, il a une structure qui emploie des jeunes? Non, attendez, allons doucement. L'État de Côte d'Ivoire a mis, voilà, c'est la jeunesse, l'État a mis en place un système. C'est la jeunesse emploi. C'est une structure de l'État. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Il y a une structure, l'État a mis en place une structure qui permet aux jeunes d'aller soit s'inscrire, soit postuler pour avoir des stages ou des formations ou de l'emploi. Pourquoi le RHDP ne va pas directement consulter, mais faire un partenariat avec cette structure, mais cette institution de l'État pour aider toute la jeunesse au lieu d'utiliser les moyens de l'État à des fins personnelles? Ça, ce sont des fins personnelles. D'accord, il faut réagir. Moi, je pense que l'exemple du RHDP doit être suivi.
C'est-à-dire? Non, c'est un exemple qui est suivi. Mais ça va contre la Constitution. Non, je viens. Voilà, c'est en contradiction. Alors, je dois suivi par... Avant de continuer, je voudrais donner ces propos de Issa Fadiga, qui est le secrétaire national du RHDP en charge de la promotion de l'emploi des militants. Il dit: nos objectifs à travers cette plateforme sont de former nos militants en renforçant leurs capacités dans divers secteurs d'activité. Il s'agit aussi d'informer nos militants sur les tendances du marché de l'emploi et de les rapprocher des offres d'emploi. Et donc, en croire à ces propos, il s'agit d'une plateforme d'information et de formation, et non une plateforme qui va permettre à tous les militants du RHDP d'avoir immédiatement de l'emploi. On parle de postuler. On parle de postuler. Sur la base de ce que vous venez de lire, là, où est le problème? Où est le problème? Non, on dit postuler, on n'a pas dit s'informer. Non, je viens. Le RHDP a créé cette plateforme. En tout cas, moi, j'étais au lancement au Palais de la Culture. Et comme tu l'as lu tout à l'heure, Khalil, il était clair. Hein, M. Issa Fadiga, former, informer et aider les jeunes entrepreneurs, hein, les Ivoiriens, enfin les militants du RHDP, à découvrir des canaux de financement pour ceux qui ont des projets. Mais je pense que ça, personne n'interdit. Comment dire ça? La Constitution l'interdit. Non, C'est écrit même sur la plateforme. Non, oui, mais ça qui est écrit sur la plateforme. 5 000 offres d'emploi. Mais ça, vous avez dit. Le RHDP est un parti politique. Donc, organisation privée. Privé. Voilà. Le RHDP est un parti politique. Il ne faut pas confondre le RHDP et le président Alassane Ouattara qui non, le président du RHDP. Je viens. Non, il faut les confondre. Non, vous voyez. C'est comme vous me dites que quand vous êtes à la maison, non, le président Alassane Ouattara, il est président de la République. Quand il est président du RHDP. Non, je viens. Oui, mais chacun va l'écouter, s'il vous plaît. Il est le chef de l'État, même s'il est le président du RHDP, mais il est le chef de l'État. Et le RHDP, en tant que structure privée, peut réfléchir à des stratégies pour attirer, enfin, je veux dire, pour permettre à sa jeunesse et à ses militants de s'épanouir. Le RHDP, c'est assis... violant la Constitution. Violant quelle Constitution? L'article 14, l'article 14, je vais paraphraser, interdit voilà, la discrimination dans l'obtention d'un emploi, par exemple. Est-ce que l'article 14 interdit à un parti politique d'organiser sa jeunesse? Exactement. Oui, exactement. C'est pourquoi il te dit, va lire l'article 14, et puis après on vient discuter. Il ne faudrait pas dire des choses. On soit quand même sérieux. Le RHDP s'est assis et a décidé d'aider sa jeunesse. Donc c'est discriminatoire. Non, mais attends. Donc quand le PPACI, par exemple, s'assoit et décide de former les jeunes à... Ils ont une école politique là. C'est discriminatoire. C'est une école politique. C'est pas offre d'emploi. Non, attends. Soyez sérieux. C'est pas offre d'emploi public. Ce n'est pas... Non, attends. Et puis ça, c'est même pas offre d'emploi. C'est offre d'emploi public. C'est là. Sur la plateforme, c'est écrit 5 000 offres d'emploi. C'est pour former les jeunes. Non, c'est pas écrit formation. Je t'ai dit ce qui est écrit dessus. 5 000 offres d'emploi, 105 entreprises pour 5 millions de militants. Attendez, soyons sérieux. Quand vous avez l'appareil de l'État, quand vous avez les finances de l'État, quand vous avez les informations que le RHDP a, c'est-à-dire c'est eux qui contractent les entreprises, c'est ce que Touré Mamadou fait. Voilà, quand vous avez cette information-là, vous mettez à la disposition de qui? Vous mettez à la disposition de tous les Ivoiriens. Est-ce que quand il y a les concours publics, et quand il y a les concours... C'est à la disposition de tous. Quand il y a les concours à la fonction publique, est-ce que la ministre d'État Anne Loto, quand elle fait les déclarations, elle annonce, bon, il y a tel concours qu'ils ont lancé, est-ce qu'elle dit que ces concours-là sont réservés au RHDP? Non. D'accord. Est-ce que quand Mamadou Touré, dans le cas de l'emploi jeune, est-ce qu'on demande à ce que ce soit le RHDP qui ait des dossiers aux agents en emploi jeune? Non, il faut être sérieux. J'ai deux questions. Une question pour chacun d'entre vous. Monsieur Aké, vous parlez de 5 000 offres d'emploi sur cette plateforme e-emploi RHDP. Est-ce que pour vous, offre d'emploi égale à obtention d'emploi?
Offre d'emploi. Offre d'emploi n'est pas forcément obtention d'emploi. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je dis même le principe. Est-ce que ça ne vient pas corroborer la thèse de Issa Fadiga selon laquelle il s'agit d'une plateforme quand on dit former et informer les militants? Il a fait de la communication. C'est-à-dire aujourd'hui, comme les gens ne sont pas matures. Est-ce que je vais répondre à votre question. Laissez-moi, je vais répondre. Il a fait de la communication. Quand on dit offre d'emploi, et que vous avez des postulants, c'est-à-dire parce que sur la plateforme, il y a au moins plus de 500 000 personnes qui ont déjà postulé. Ils sont les privilégiés. Non, attendez, exactement. Mais donc, attendez, je vais répondre à votre question. Attendez, je vais répondre à votre question. Sur 500 000 personnes, forcément, il y a quelqu'un qui sera embauché. Forcément. Et quand l'État de Côte d'Ivoire, où le président, ou M. comment il s'appelle, Kafana et M. Bakongo ont donné leur onction pour cette opération. Pourtant, eux aussi, ils jouissent de l'appareil de l'État. Mais pourquoi on ne met pas ça à la disposition de tous les Ivoiriens? Au regard de la Constitution, il faudrait que même le Conseil constitutionnel puisse statuer là-dessus. Si nous sommes dans un État de droit, la justice doit être juste, mais elle ne doit pas être dans l'intérêt de choses. Alors, la question pour vous, c'est une plateforme qui a été mise en place par le RHDP. Vous estimez que le RHDP est en train d'aider sa jeunesse, mais il y a quelque chose qui a été noté ici, c'est que ce parti, le parti qui a créé cette plateforme, est le parti au pouvoir. C'est là le problème. Le parti au pouvoir en Côte d'Ivoire ou dans n'importe quel pays est le parti le plus puissant, qui a tous les leviers, qui a toutes les finances, qui a tout ce qu'il faut pour faire bouger les choses dans le sens qu'il le souhaite. Est-ce qu'au regard de ce postulat, c'est pas juste de dire que forcément il y a des gens qui seront mis à l'écart? Il y a une forme de discrimination. Est-ce que vous pensez qu'une forme d'exclusion, comme il le pense, est-ce que vous pensez que les jeunes du PPSI, du RHDP vont forcément avoir les mêmes avantages, les mêmes privilèges que ceux du RHDP? Est-ce qu'il n'y a pas véritablement une forme de discrimination? Et heureusement que offre d'emploi n'est pas synonyme de obtenir d'emploi, obtention d'emploi. Offre d'emploi n'est pas synonyme de obtention d'emploi. La jeunesse ivoirienne a besoin d'une formation, comprenez? C'est un constat que le RHDP a fait. Maintenant, tous ces jeunes qui sont membres du RHDP, le parti décide de pouvoir, leur apporter cette connaissance-là qui peut, par exemple, leur permettre comment rédiger un CV, comment chercher un premier financement pour la réalisation de son projet et les concours de la fonction publique, les informer. C'est juste mais ce n'est pas écrit information. C'est ça le problème. C'est pas écrit information. Je pense qu'à partir de ce moment-là, il n'y a pas de feu à la maison. Moi, je pense plutôt que l'opposition, derrière ce qu'il a dit, moi je vois l'opposition, puisque on a vu Charles Blé Goudé attaquer cette plateforme-là. C'est du bon sens. En fait, moi je me dis que quelque part, ils se disent que, mais tiens, on aurait pu faire ça. On aurait pu faire ça, aider ces jeunes à travailler. On aurait pu, peut-être à un moment donné, quand on était au pouvoir, parce que justement le PDCI a été au pouvoir, le PPSI a été au pouvoir sous les couleurs du FPI, mais on a vu comment les chiffres de chômage explosaient dans ce pays-là. On a vu. Et actuellement, les chiffres sont donc moi, je me dis qu'aujourd'hui, où le président Alassane Ouattara est en train de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes, mais il faut leur donner les outils pour entreprendre. Mais je pense que voilà la brèche que le RHDP veut utiliser. Voilà. Donc, il faut pas une façon de s'accaparer. Ce que moi je pense après ce que vous avez dit, on voit un chantage à l'emploi. Un chantage à l'emploi, c'est-à-dire, si vous n'êtes pas RHDP, on ne vous propose pas d'emploi. Non, quand on dit offre d'emploi, vous avez dit offre d'emploi. Donc je vais sur vos mots, je vous prends au mot même. On va aller sur vos mots. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, pour avoir une offre d'emploi, il faut être RHDP. C'est ce que ça veut dire. Non, parce qu'il y a des emplois publics. Est-ce qu'au moins vous êtes formé allons un peu loin. Est-ce que vous êtes formé un parti au pouvoir, le rôle d'un parti au pouvoir, c'est d'abord donner confiance
à la population de ce qui est la représentation politique. D'abord, c'est de prendre en compte les diversités socio-culturelles, socio-politiques et les diversités au niveau des opinions politiques. Si un parti au pouvoir n'arrive pas à rassurer les Ivoiriens, n'arrive pas à rassurer les autres qu'ils sont au pouvoir, c'est pour les militants, mais également au même titre que pour les militants adverses. Ça, c'est le rôle du parti au pouvoir. Parce que le président de la République, le président, c'est pas un amalgame. Je voudrais qu'on puisse s'écouter, monsieur. Je voudrais qu'on puisse écouter, monsieur Kofo Jean-Yves tout à l'heure a évoqué, a parlé de Charles Blé Goudé qui a attaqué cette initiative du RHDP. Il n'est pas le seul. Hein. On a Fabrice Lago, qui est secrétaire national technique chargé du marketing politique au PPACI, qui a, on va dire, décidé de porter cette affaire devant la justice. Dans un courrier qu'il a adressé au procureur de la République, il dénonce une manœuvre qui, selon lui, viole le principe constitutionnel de l'égal accès à l'emploi. Je pense que c'est encore... comment dire ça, du bavardage inutile. À un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Moi, je me dis que, je reviens sur ce que j'ai dit, on se rend compte que le PPACI, qui a gouverné ce pays-là sous les couleurs du FPI, se mord les doigts. On aurait pu peut-être faire ça pour réduire vraiment le chômage en Côte d'Ivoire. Moi, je me dis que c'est ça. Et ça réduit le chômage. Non. Vous êtes sûr que si on veut entrer dans le domaine, ça va rentrer dans le domaine économique, ça peut réduire le chômage. Dès lors que vous donnez à un jeune homme les outils pour entreprendre, vous lui donnez, comment dire ça, vous lui montez les créneaux pour avoir un financement. Mais ça réduit le chômage. Vous êtes sûr qu'en partageant, je vous pose une question, en partageant des emplois précaires, parce que ça, ce sont des emplois précaires. Qu'est-ce qui réduit le chômage? Est-ce qu'on peut s'écouter? Est-ce que quand on distribue des emplois précaires, on passe... Parce que, attendez, laissez-moi aller. Non, je vais vous expliquer. Laissez-moi vous expliquer. Laissez-moi vous expliquer. Allons sur le domaine économique. Allons sur le domaine économique. Est-ce que ces emplois-là, si le gouvernement, si le RHDP actuellement arrive à trouver ces emplois-là, ce sont des emplois précaires de bas salaire. Ils ne peuvent pas faire autrement que ça. Non. Ce qui peut dire, c'est que l'État actuel... Non, je vais répondre. Est-ce que vous avez connaissance des emplois concrets qui sont proposés? On n'est pas idiot parce que l'agence emploi jeune elle-même, ce sont des emplois précaires de bas salaire. Il suffit seulement d'aller regarder sur les sites. Maintenant, les emplois de bas salaire, là, ça n'aide pas l'économie de la Côte d'Ivoire. Je pense que le débat est clos. Je pense que le débat est clos. Le PPACI... Ça n'aide pas l'État. Vous n'allez pas clore le débat à ma place. Non, je vais dire que le PPACI regrette en fait de n'avoir pas fait ça. Parce que sous son régime... C'est pas le rôle d'un parti politique. Monsieur, on n'a pas suffisamment de temps. Qui est monté vraiment en puissance, la FECI. Aujourd'hui, non, Monsieur Kali, attendez, on va se rendre au Mali pour essayer de vous entendre aussi sur ce qui se passe au Mali. On va se retrouver dans quelques secondes. Nous sommes au Mali, voilà. Nous sommes au Mali, précisément à Bamako, où nous allons essayer de décortiquer l'actualité du Mali. Vous le savez, cette semaine, les choses sont allées très vite du côté de Bamako. D'abord, c'est le Premier ministre, l'ex-Premier ministre Choguel Maïga qui fait une sortie pour critiquer la junte militaire, qui s'interroge sur la durée de la transition. Quelques jours après, on a un communiqué de la présidence qui le débarque de ses fonctions de Premier ministre. Quelques heures après, on a le colonel, le général, le désormais général Abdoulaye Maïga, qui était anciennement ministre de l'administration territoriale, qui devient le Premier ministre. Et par la suite, on a un nouveau gouvernement qui a été mis en place. Voilà un peu comment se présente l'actualité au Mali. Kofo Jean-Hubert, impression? Je pense que c'est la descente aux enfers qui continue pour le Mali. Choguel Maïga, il a été Premier ministre de ce régime-là depuis 2021.
avril 2021, juin 2021, pour être précis, juin 2021. Aujourd'hui, c'est le divorce. Moi, j'appelle ça le divorce, même si lors de sa sortie, son dernier discours, son dernier poste qu'il a fait, il s'en est pas vraiment pris ouvertement au pouvoir, enfin au régime, mais on sent que le divorce est consommé, mais c'est la distance des affaires. On sent que ce régime-là veut vraiment s'éterniser au pouvoir, ce régime-là veut mettre sur pied tout ce qu'il faut pour garder le pouvoir pour lui. On voit tout ce qu'il y a comme gymnastique. On accuse la France de ceci, on accuse un terreau de cela, et chaque fois, dernièrement, on a vu les grades qui ont été distribués vraiment généreusement à tous les officiers et à tous les petits militaires passants. Donc, je me dis que voilà, ce régime-là, c'est un régime, c'est ce régime-là, ce petit régime, voilà, fait tout pour se maintenir au pouvoir. Et je pense qu'aujourd'hui, le fait de démettre de ses fonctions Choguel Maïga, qui a pour une fois eu le courage de critiquer les choses, de dire les choses, ce qui est vrai, pour une fois. Est-ce que ce n'est pas un peu tard aussi de sa part, parce que c'est depuis 2021 qu'il est au pouvoir? Est-ce qu'il n'a pas constaté tout ça, ou bien s'est laissé berner? C'est ce qu'on doit comprendre. Quelque part, moi je me dis que peut-être que le monsieur, dans sa tête, il a compris quelque chose. Franchement, il a compris que ce régime militaire est en train de conduire le pays vraiment vers l'impasse. Et on a un pays qui, depuis les combats qui ont été gagnés, on sait comment, au niveau de Kidal, il n'y a plus rien eu. Il n'y a plus rien eu. Et donc, c'est vraiment c'est un pays qui va mal. Et ce sont les signes. D'accord. Alors, ok, on accuse Choguel de trahison, de déstabilisation. Est-ce que, selon vous, il y a des risques d'arrestation, de poursuites judiciaires qui planent sur lui? Non, c'est pas exclu, exclu. Mais moi, ce que j'aimerais dire, Choguel Maïga s'est rendu compte qu'il était un premier ministre de façade. L'armée est venue prendre le pouvoir. Ils avaient besoin d'un premier ministre, au moins civil, pour maquiller un peu, cautionner tout ça. Et Choguel Maïga s'est prêté à l'exercice. C'est un très bon communicant, pour l'avoir plusieurs fois écouté. Et il a un narratif cohérent. Donc, ils ont utilisé le temps de se mettre en place, le temps de pouvoir s'aguerrir sur le plan politique, parce qu'on a l'impression maintenant que les militaires ne sont plus des militaires, ils sont devenus des hommes politiques. Maintenant que Assimi Goïta est devenu un général, bientôt, il sera un civil et il va se présenter aux élections. Le temps de maîtriser tous les rouages de la politique. Et Choguel Maïga, aujourd'hui, en fait les frais. Maintenant, l'armée se dit aguerrie pour faire la politique. Et lorsque, je l'ai dit une fois sur votre plateau, l'armée au pouvoir n'est pas une bonne chose. Dans la mesure où l'armée, les militaires ont une doctrine, pour ne pas dire des doctrines. Et quand vous êtes gouverné par des gens qui sont endoctrinés, le résultat donne ce que nous voyons maintenant. Et maintenant, le plus important, c'est de voir maintenant quel sera l'avenir politique de Choguel Maïga, parce qu'il s'est mis à dos aussi l'opposition. Est-ce que vous avez des éléments d'analyse concernant son avenir politique? Son avenir politique, ce sera un peu compliqué, mais dès l'instant, s'il n'est pas emprisonné, il aura plus de chances de pouvoir être une figure de l'opposition, parce que pour avoir été dans l'appareil, il connaît très bien un peu les rouages, il connaît qui fait quoi, qui décide réellement dans l'appareil. Donc, en tant qu'un opposant, il sera un peu crédible. Maintenant, après, ce sera bon. Comme je le connais en tant qu'un bon, pas je le connais personnellement, mais pour l'avoir écouté, c'est un bon communicant. Il trouve les mots justes. Donc, je pense que voilà, ça va dépendre du contexte que les militaires auront tracé, auront bien défini. Et en fonction de ça, bon, est-ce que ça sera possible qu'il soit crédible aux yeux de la population en tant qu'opposant, quand on sait qu'il a collaboré avec les militaires sinon depuis 2021? Non, moi je pense que Choguel Maïga, cette sortie qu'il a faite, elle n'était pas anodine. L'homme veut se positionner dans l'avenir politique du Mali. Moi je vois Choguel Maïga
candidat à la présidentielle. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, la posture qu'il adopte aujourd'hui, c'est une façon de se désolidariser du régime militaire pour ne pas être... Les élections n'ont pas encore été définies. Pour ne pas... Non, pas encore défini, mais je veux dire que après le référendum, tout de suite, c'est pas sûr. Donc, il faut déjà chercher à se positionner politiquement, notamment en se désolidarisant du régime militaire et en se positionnant comme quelqu'un qui pourrait faire l'affaire. Au cas où le régime militaire devait partir. Parce que si aujourd'hui le bilan du régime militaire est négatif, et que Jovenel Maïga il reste avec le régime militaire jusqu'à la fin, il sera comptable de ce bilan. Bien qu'il ait été ministre, il était premier ministre depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui, ça fait quand même 4 ans qu'il a dansé avec eux. Mais aujourd'hui, le fait de prendre distance d'avec eux, je me dis que ça le met dans une posture de quelqu'un qui pourrait faire l'affaire de tous ceux-là qui critiqueraient demain le régime militaire. Moi, j'ai vu son tweet de ce matin, où il a dit que enfin le Nil a atteint le Caire. Ça veut dire quoi? D'accord, on vous a compris. En tout cas, merci à vous d'avoir accepté de danser avec nous. Comme Shogun qui a dansé avec le régime militaire. Akerino, pareil pour vous aussi. Merci d'avoir accepté de danser avec nous. Merci. Ce vendredi 22 novembre 2024 pour que nous puissions ensemble aider nos téléspectateurs à comprendre un peu l'actualité d'ici et d'ailleurs. Merci infiniment et puis on va se donner rendez-vous prochainement pour décortiquer encore d'autres sujets parce que l'actualité, que ce soit ici ou ailleurs, évolue très rapidement. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end en compagnie de nos programmes. À très bientôt.